Fidèles téléspectateurs de Label TV, la chaîne panafricaine et internationale, Sunu Label TV, la chaîne au cœur du Sénégal. Merci de nous retrouver encore une fois dans Tête à Tête. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet qui fait l'actualité, l'intelligence artificielle. Alors, quel est son pouvoir? Quelles sont les limites? Pour en parler avec moi, un professionnel du domaine, Mamadou Diagne. Il est également responsable digital auprès de la RTS, la télévision nationale. Bonjour Mamadou Diagne. Bonjour. Très heureuse de te recevoir dans Tête à Tête. Plaisir partagé. Je salue tous les téléspectateurs de Sunu Label TV et Label TV International. Et voilà, je vous tenais tout d'abord à féliciter pour le travail que vous faites. Merci. Le travail de qualité pour éduquer le public. Parce que comme on dit, un média a plusieurs rôles, plusieurs fonctions, mais éduquer, informer, divertir, je pense que c'est la base pour laquelle tout un chacun peut contribuer au développement de notre société. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Alors, très rapidement, les bases de l'intelligence artificielle pour le responsable digital que vous êtes. Vous êtes beaucoup penché sur la question, comment décrire aujourd'hui l'intelligence artificielle? En fait, vous savez, Penda, aujourd'hui, on est dans un environnement où facilement certains gens peuvent interpréter l'intelligence artificielle comme tout ce qui bouge, en fait. Malheureusement, dans notre société, on ne prend pas le temps d'étudier ou d'analyser un certain nombre de choses. Il y a eu des révolutions, depuis la révolution industrielle, il y a eu plusieurs révolutions, la télévision, le cinéma, il y a eu pas mal de choses, en fait. Maintenant, on est arrivé à un moment où il faut trouver des noms à tout. Faut trouver des noms à tout, mais je pense que l'intelligence artificielle a cette valeur ajoutée que l'informatique nous a amené. C'est-à-dire que c'est une forme d'informatique mais mieux développée et qui se base sur plusieurs aspects, c'est-à-dire les algorithmes, le deep learning, l'apprentissage. Il y a à côté de l'apprentissage, il y a aussi l'apprentissage téléguidé. Donc c'est un ensemble de choses aujourd'hui qui permettent à l'humain d'utiliser de l'informatique, mais de manière beaucoup plus approfondie. Parce que l'usage de l'intelligence artificielle, son but principal, c'est de copier l'humain. Ouais. De copier l'humain, c'est-à-dire qu'il peut, aujourd'hui, tout ce que fait Penda, moi, je dois pouvoir le faire. Mais comment le faire? Il faut que dès à la base, l'intelligence artificielle puisse apprendre à connaître qu'est-ce que fait Penda, comment elle parle. Elle parle quelle langue? Quels sont les signes et mots qu'elle emploie? Qu'est-ce qu'elle fait au quotidien? Elle rédige des articles. Comment elle rédige cet article? D'où viennent les informations? Il faudrait que tout ce genre de contenu soit agrégé, connu, et pour pouvoir ensuite les interpréter. Donc, c'est un ensemble d'automatismes qui permettent de reproduire ce que l'humain reproduit au quotidien. On en distingue 3 types d'intelligence artificielle, on peut les énumérer? Effectivement, il y en a 3, mais bon, on va dire que de ces 3, on en utilise une. Et bizarrement, celle qu'on utilise, on la surnomme l'intelligence artificielle faible, en fait. Parce que juste pour dire qu'on n'est pas encore arrivé à un niveau d'utilisation maximale, en fait. Je me rappelle cette tribune écrite par plusieurs intellectuels du monde à un certain moment pour dire, est-ce qu'on va pas faire une pause sur l'intelligence artificielle? Parce que eux, ils se sont penchés sur l'affaire, ils se sont rendus compte que la machine était beaucoup plus performante et avancée sur ce que eux-mêmes ils prévoyaient, en fait. Donc aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle faible qui fait ce qu'on est en train de voir, hein, c'est-à-dire les Siri qui sont sur vos téléphones, les intelligences artificielles génératives, qui font ce qu'on peut dire des choses basiques, parce qu'il faut que répéter ce qu'on nous on a appris, parce qu'ils ont appris ça de nous, en fait. C'est-à-dire qu'à partir de données qu'ils ont eu à connaître, c'est-à-dire que nous, ça aussi peut-être qu'on va en revenir, c'est la bataille des données qu'on a eu à mettre au quotidien, ils ont appris de ça. Et maintenant, à partir de ça, ils peuvent répéter pas mal de choses, en fait. Et ils peuvent aussi nous accompagner dans notre quotidien. Il y a l'intelligence artificielle, comme on dit, forte. Ça aussi, ça peut être une intelligence artificielle de l'avenir, mais le souci qui se pose aujourd'hui, c'est que les outils sont tellement performants et tellement développés qu'on se pose des questions, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Ça peut dépasser notre entendement. Ça dépasse même notre entendement, en fait. Ça dépasse même notre entendement. Quand on parle de voitures autonomes, quand on parle de voitures autonomes, imprimante autonome, pas mal de choses, pas mal d'outils qui peuvent nous permettre aujourd'hui d'automatiser et de même de se dispenser de l'être humain. Je pense que ça pose problème. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a des médias dans lesquels il n'y a pas de présentatrice.
Tout est virtuel. Oui. Tout est virtuel, tout est automatisé. On a juste besoin d'un éditeur qui vient, qui donne l'information. Et aujourd'hui, l'assistant virtuel, à partir à partir de certain nombre de choses qu'il a su à connaître et agréger, peut se permettre de produire de l'information, de trier l'information, de la sélectionner et même de la diffuser. Donc, je pense qu'il y a certaines choses, comme l'intelligence artificielle forte, qu'on peut assurer dans l'avenir, mais déjà la base, c'est de se poser les questions. Est-ce que nous sommes prêts pour cela? Du coup, en quoi aujourd'hui est-elle aussi importante et quelle est aussi la fréquence d'utilisation? Bon, elle est importante parce qu'elle est présente au quotidien. Peut-être que, comme j'ai dit à la base, c'est qu'aujourd'hui, c'est peut-être les noms qui peuvent faire peur aux gens, en fait. C'est-à-dire, quand on parle d'intelligence artificielle, les gens disent, waouh, c'est extraordinaire. Alors que c'est juste un outil informatique amélioré. Maintenant, cet outil informatique amélioré a un nom. Parce que ce nom nous permet de l'identifier et de le catégoriser et de dire que cet outil a des capacités et des compétences pratiquement semblables à l'être humain. Maintenant, là où le bas blesse, c'est qu'elle n'a pas d'âme. Elle n'a pas cette éthique. Elle n'a pas ce ressenti pour nous dire qu'à un certain moment, attention, ça c'est pas normal, ça c'est normal. Mais bon, je pense qu'au fur et à mesure, les gens ils se rendent compte que même les créateurs, ils se disent qu'il faut à un certain moment poser le débat, s'organiser et voir qu'est-ce que nous, à notre niveau, on peut mettre pour limiter certaines choses, les risques. Je reviens sur ta question, comment est-ce qu'elle se manifeste au quotidien? Elle se manifeste dans notre environnement propre. Aujourd'hui, il y a pas mal d'outils que nous utilisons, c'est-à-dire que tous les outils qui sont dans nos smartphones, dans nos ordinateurs et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des programmes assez améliorés et assez performants, sont des outils de l'intelligence artificielle parce que c'est des outils de l'heure. Aujourd'hui, dans tout ce qui est commerce en ligne, il y a pas mal d'outils d'intelligence artificielle. Dans tout ce qui est véhicule automobile, il y a pas mal d'outils d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, dans tout ce qui est téléphone et outils, parce que c'est des combats de l'heure, en fait, parce que c'est une course. Et dans cette course, celui qui investit le plus peut rendre quelque chose beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile et que la capacité d'utilisation pour nous sera amoindrie, en fait. Et aussi, dans certaines entreprises, on peut se dire que là où il y avait plus de 100 employés, on va dire, par exemple, dans des entreprises, voilà, on va dire, je me rappelle de ce débat à Hollywood où certains scripts correcteurs avaient commencé à manifester parce que, voilà, ils ont vu leur travail confié à ChatGPT. Tu vois un peu. Donc, c'est toutes les industries qui sont touchées, les traducteurs, pareil. Oui. Les traducteurs, pareil. Et voilà. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses. Elle est présente au quotidien. Mais, je pense que le problème résidera dans l'avenir, en fait. Parce que les gens réfléchissent comment est-ce que elle peut nous permettre aujourd'hui de faciliter notre quotidien. Et quand on dit faciliter notre quotidien, c'est plusieurs corps de métier qui sont interpellés. Ouais. Et dans ce sens, aujourd'hui, moi, je pense que, en tant que journaliste, est-ce qu'on doit avoir peur? Est-ce qu'on ne doit pas avoir peur? Peut-être qu'on la question se pose, mais je pense qu'il faut d'abord s'approprier l'outil. On s'approprie déjà l'outil. Toi, tu t'appropries ton téléphone, tu l'utilises comme bon te semble. Tu t'appropries ton ordinateur, tu t'appropries ton véhicule. Maintenant, dans ton travail au quotidien, est-ce que tu t'appropries l'outil ou bien tu as peur de t'approprier l'outil? Parce qu'aujourd'hui, tu vas te dire que, à un certain moment, tu as des personnes qui sont là à faire de la réalisation du montage, qui sont là à faire tout le travail technique. Aujourd'hui, tu vas dans des studios où il y a pratiquement plus de caméras, tu vas dans des studios où certaines régies sont automatisées. Tu vois un peu. Tu vas dans des studios où le décor est carrément automatisé, où quand on te plante le décor une seule fois. Tout le reste est automatisé, en fait. Donc, c'est ce genre de choses qu'on peut faire grâce à l'informatique et grâce à l'intelligence artificielle. Je vais beaucoup parler d'informatique parce que pour moi, la base de tout ça, c'est l'informatique. C'est l'informatique. Maintenant, le souci qui se pose, c'est que comment est-ce que les gens se sont appropriés cette vie et quel avenir nous donnons à tout ça? Par rapport à cet avenir, justement la question, parce qu'il y a encore quelques années de cela, les enseignants, les universitaires, professeurs nous prévenaient déjà de l'arrivée de cette intelligence artificielle. Actuellement, on l'utilise pour optimiser le temps, pour travailler plus rapidement. Mais dans un futur proche, comment voyez-vous évoluer la chose? Si je prends l'exemple des médias,
Nous sommes journalistes. Aujourd'hui, comment... Moi, je pense que moi, je pense que tout ça a été dit, était programmé, était prédit et programmé. Maintenant, le souci qui se pose, c'est que ça a été dit, ça a été programmé. Je pense qu'on n'a pas encore atteint le niveau maximal. On n'a pas encore atteint le niveau. On va l'atteindre. On va l'atteindre. En fait, c'est les gens investissent non, pas dans un futur proche, mais les gens investissent pour ça, en fait. Dans les smartphones, dans les smartphones, dans les matériels, dans tout ce qu'il y a où l'outil informatique est utilisé, en fait, parce que les gens réfléchissent sur ça. C'est aujourd'hui, toutes les grandes puissances réfléchissent à comment pratiquement tout le bénéfice et revenus est investi dans la recherche et dans la recherche dans le monde. Sur quoi on investit? Sur la sécurité, l'armement et la science. Ouais. Donc, dans ce genre de domaine, quand on investit, c'est pour pouvoir avoir un certain nombre de résultats. Je prends juste par analogie l'exemple du football. Peut-être que ailleurs, ils sont arrivés à un certain niveau de développement à propos du VAR. Aujourd'hui, dans notre championnat, est-ce qu'il y a le VAR? Il n'y a pas le VAR, parce qu'il n'y a pas les moyens technologiques pour leur permettre d'avoir ce dispositif. Mais ailleurs, ça existe. Chaque week-end, ils l'utilisent. Donc, juste par analogie, aujourd'hui, ici, je dirais qu'on n'a pas encore atteint un certain niveau. Parce que, voilà, on utilise juste ce qu'on nous a donné comme outil. Mais il faudrait que nous, on se base, parce que il y a un aspect important qui concerne tout ce qui est intelligence, c'est les données. Nous, on a un data center, parce que les données permettent d'analyser et d'interpréter. Et ces données-là nous appartiennent. Et on ne va pas créer ou inventer quelque chose à partir de choses qui nous proviennent d'ailleurs. Parce que tout ce qu'on a aujourd'hui, je prends seulement l'exemple de certains outils de l'intelligence artificielle, par exemple les outils de traduction, où on intègre nos langues locales tardivement. C'est ce que c'est la prochaine question justement. Alors, comment on va l'adapter par rapport à nous, nos contenus? Si je prends encore une fois l'exemple des médias, ou même les chercheurs, historiens, le narratif africain aujourd'hui, il se veut purement africain par des Africains, pour des Africains et pour le reste du monde. Comment adapter aujourd'hui ces techniques, cette informatique, cette intelligence artificielle purement aujourd'hui sénégalais, africain en fait, pour pouvoir ensuite le réorienter dans l'autre sens? Je pense qu'en fait, déjà, il y a de très bonnes initiatives qui sont en place parce qu'il y a de brillants Africains qui travaillent dans le domaine, hein, honnêtement. Comme on le dit, quand vous allez à la Silicon Valley ou ailleurs dans le monde, ce ne sont pas seulement des Américains, il y a des Indiens, mais il y a pas mal de Sénégalais ou d'Africains qui travaillent. Il y en a même certains qui ont fait back to roots, qui sont rentrés dans leur pays pour pouvoir développer. Il y a des Sénégalais. J'ai vu des initiatives allant dans ce sens, en fait. Mais je pense que parlant des médias, il est important aujourd'hui que certains soient beaucoup plus ouverts dans leur domaine, que les journalistes soient beaucoup plus ouverts dans leur domaine, c'est-à-dire qu'ils demandent à certains des solutions par rapport à leur environnement proche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi à la RTS, je devrais pouvoir dire, j'appelle certains développeurs, certains data scientists, certains data analystes, certains marketeurs pour qu'ils viennent réfléchir sur des solutions digitales par rapport à mon environnement pour automatiser certaines tâches pour pouvoir donner beaucoup plus de valeur ajoutée. Et parlant de l'aspect culturel, aujourd'hui, le narratif africain est toujours, on ne raconte pas toujours notre histoire comme il se doit, en fait. Oui. Malheureusement. C'est l'histoire est racontée par d'autres. Et comment elle est racontée? Elle est racontée souvent par la manière dont il les arrange. Tu vois. Mais je pense qu'il est important, nous, à nos basant, parce qu'aujourd'hui, je parle parce que je me rappelle à l'époque, nous, lorsqu'on faisait des exposés, on allait sur Wikipédia, sur Google, ou bien sur même Encarta. À l'époque, je parle, quand je vais dire Encarta, les gens vont dire que ça fait longtemps, mais il est important qu'on puisse donner à ces jeunes des outils qui leur permettent de comprendre leur histoire, de connaître leur histoire. Maintenant, est-ce que tout cela, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, est-ce qu'on a une bibliothèque audiovisuelle publique au Sénégal? Par exemple, l'intelligence artificielle peut permettre de produire ce genre de contenu, de les automatiser, de permettre la classification, la hiérarchisation de ces contenus. À côté de ça, il y a d'autres domaines ou d'autres secteurs où elle peut intervenir, c'est-à-dire les jeux vidéo. Est-ce qu'on a des jeux vidéo qui peuvent intéresser notre jeunesse, alors qu'on a de talentueux jeunes développeurs qui essaient, qui s'y mettent pour produire des jeux vidéo, mais basés, et il y a des jeunes, ils sont carrément des consommateurs de cette industrie. Mais est-ce qu'on leur donne l'opportunité de produire des jeux vidéo adaptés à notre réalité? Entre guillemets, je fais pas de la publicité. Si on avait un Temple Run où le gars devait courir tout Dakar facilement, donc ça serait beaucoup plus intéressant. Donc, pas mal de choses sur lesquelles on peut se poser et réfléchir
Mais il est important de s'ouvrir à d'autres corps de métier. C'est-à-dire que pour les médias, moi, je pense que le problème qui se pose de base, c'est-à-dire que les responsables et les managers doivent pouvoir se dire, ce domaine, c'est un domaine d'avenir, c'est un domaine de perspective. Comment est-ce qu'on va entrer dedans? Déjà, le problème principal qui se pose, c'est d'être accompagné, d'être soutenu et de se dire qu'on va donner la chance à des jeunes qui ont l'opportunité de proposer quelque chose. Aujourd'hui, accompagné, soutenu par qui? Accompagné et soutenu par l'État, ça aussi c'est important. Que l'État? Par l'État, parce que quand je dis accompagné et soutenu par l'État, par rapport à l'environnement, par rapport à l'environnement et l'écosystème en fait. Et surtout la formation, si j'ai envie d'ajouter. Oui, la formation aussi. Est-ce qu'elle est là actuellement? Est-ce que les journalistes, est-ce que ces jeunes étudiants, je ne sais pas, en communication ou dans les médias, peuvent déjà se former à ça? Le souci à part les cours en ligne. À part les cours, en fait, le souci qui se pose, c'est que la formation, elle est un peu révolue. Malheureusement. Malheureusement, elle est un peu révolue. Mais bon, comme je dis souvent aux jeunes, quand on est dans un domaine, dans un environnement ou dans un écosystème où tout le monde est au même niveau d'égalité, je le dis souvent, aujourd'hui, au Sénégal, on n'a pas à croupir devant quelconque nation du monde parce qu'on a un débit d'Internet très stable, quand même. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on est à ce niveau, on peut se permettre d'apprendre et de se cultiver. Maintenant, au niveau des curricula proposés, malheureusement, il n'y a pas assez d'évolution. Malheureusement, il n'y a pas assez d'évolution parce que les gens sont restés dans un classicisme. Moi, il m'arrive souvent d'avoir des profils où tu es obligé de réadapter, réapprendre. Mais à un certain moment aussi, c'est une volonté personnelle, en fait. Maintenant, là où j'interpelle l'État, c'est par rapport à l'écosystème. Notre pays est devenu, sur le plan numérique, il n'y a même pas de frontières, en fait. Tu as des applications qui viennent, qui sont des agrégateurs de contenu, qui prennent des informations sur plusieurs sites en ligne pour proposer un contenu. Il y a des sites d'information qui se permettent de plagier d'autres sites d'information. Il y a des plateformes digitales qui se permettent aujourd'hui d'être dans notre pays, de ne pas faire de modération. Et il n'y a pas de sanctions. Aujourd'hui, l'État ne contrôle pratiquement rien. Alors que, de l'autre côté, lorsque l'État a voulu appliquer la TVA numérique, elle l'a appliquée. Et ils ont tous respecté la TVA numérique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si on a réussi ce volet qui concerne l'aspect finance pour le demander de payer et qu'on a réussi, je pense que par rapport à la modération, par rapport à la gestion des flux qui se passent sur cette plateforme, l'État aussi a une certaine responsabilité. Maintenant, après, de l'autre côté, il appartiendra aux patrons de presse et de médias de se réinventer, d'innover et de proposer une approche innovante et ingénieuse pour plus être proche de la population, mais surtout intégrer un certain nombre d'aspects en fait dans le travail, parce qu'aujourd'hui je pense que l'intérêt c'est d'avoir une approche assez transversale pour ne serait-ce que couvrir pas mal de contenu et offrir à cette jeunesse ou à la population sénégalaise le meilleur des contenus. Parlons de cette innovation par rapport aux patrons de presse, aux médias. S'il est vrai aujourd'hui que la question de télé classique, est-ce que ça va continuer, la télévision classique? Regardez votre journal, je sais pas, un documentaire, un débat. On va de plus en plus vers la digitalisation de nos contenus. Alors, à l'heure actuelle, celui qui n'est pas connecté dans le sens vraiment du terme, est-ce que la télé classique va perdurer du coup? Quel type de contenu? Il faut carrément un type de contenu différent pour chaque média, revoir une stratégie digitale bien définie, faire la part des choses ou aller directement, comme ce qui se fait un peu partout aujourd'hui, vers le digital. La télévision, elle va demeurer. Elle va démarrer. Elle va demeurer, elle va rester, elle va perdurer. Aujourd'hui, la télévision classique, aujourd'hui, on regarde des matchs de foot en famille. J'ai envie de vous dire, pour vous dire un petit peu, quand vous faites le sondage dehors, c'est ce qu'on vous dit. Aujourd'hui, on regarde la télé uniquement pour regarder les matchs de foot. Exactement. L'âme limite. Exactement. Et l'expression télé poche, tout le monde aujourd'hui a... Oui, en fait, on est tous d'accord que les habitudes... On est tous d'accord que les habitudes de consommation en termes de contenu ont changé. Ça, on est d'accord sur ce principe. Mais il faudrait avoir une autre approche, en fait. C'est-à-dire que, qu'est-ce que les télévisions offrent en termes de programmes? Ça aussi, c'est le débat. Qu'est-ce que les télévisions offrent en termes de programmes? Voilà. Peut-être débat, voilà. Est-ce qu'il y a un programme de divertissement adapté à notre public, à notre jeunesse? Est-ce que quand je te demande de lister le nombre de contenus que tu peux regarder en famille? Il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup, effectivement. Ça aussi, c'est un problème que les télévisions se posent. Maintenant, en venant à l'aspect digital, en fait, c'est vrai qu'en fait, les jeunes, ils consomment pas mal
de contenu sur les réseaux sociaux. Ça, c'est en fait, j'avais l'habitude de, quand je suis dans un environnement où il y a beaucoup de jeunes frères, je leur demande, la première question que je leur pose, c'est que vous vous informez comment? Ouais. Comment est-ce que vous vous informez? C'est une question simple, en fait, parce que nous, à l'époque, c'était la radio, voilà. Aujourd'hui, c'est peut-être plus des podcasts, la presse papier et tout ça. Eux, ils te disent, sur une page Instagram, sur un statut WhatsApp. Tu vois, en fait, tu sens que les paradigmes ont carrément changé, en fait. Maintenant, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Parce que, qu'on le dise ou non, si on en est arrivé là, c'est que ces plateformes sont vecteurs de beaucoup de fake news. Okay. Ces plateformes sont vecteurs de fake news. Faudrait que l'éducation aux médias revienne. Ça, c'est déjà un fait. Ouais. Le deuxième aspect, c'est qu'il faudrait aussi que les télévisions classiques ou que les médias classiques s'incrustent sur ces plateformes digitales. Proposent un contenu adapté, donnent une seconde vie à leur contenu, mais de manière réadaptée à ces plateformes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faut pas se dire que, parce que malheureusement, c'est le constat que j'ai fait, quand on parle de digitalisation, ou bien de présence en ligne, beaucoup pensent que ça ne se limite qu'au streaming, de mettre son contenu en direct ou en replay, sans donner une seconde valeur ajoutée, sans donner une seconde vie à l'information. Alors que les paradigmes ont changé. Tout à l'heure, quand j'ai parlé que les médias doivent s'ouvrir, c'est parce qu'aujourd'hui, dans un environnement normal, il devrait y avoir des prestataires qui se disent non, je gère pas seulement votre présence en ligne, mais je gère aussi votre contenu. Vous me donnez le contenu brut, on a une émission de 26 minutes, moi je dois tirer le meilleur de cette émission et le proposer aux téléspectateurs, quitte à sur une autre plateforme, quitte à changer le format, réadapter le contenu, inverser le format, genre intervertir le début et la fin. Mais ça, c'est une question d'approche, c'est une question d'ingéniosité, en fait. Et ça, c'est des choses ailleurs. D'autres médias ont des prestataires que pour ça. C'est temps fort, punchline, animé par les community managers devraient pouvoir. Le malheur aujourd'hui, c'est que on n'a pas, en fait, les médias ne font pas de community manager. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu prends un community manager, et c'est un community manager classique, hein. Il te parle de prospects, il te parle de clients, en fait, c'est quelqu'un qui connaît pas l'environnement. Le journaliste doit aujourd'hui pouvoir le faire. Le journaliste doit pouvoir le faire, mais le journaliste, pour qu'il puisse le faire, il faudrait que lui aussi, il soit formé à le faire. Exactement. En fait, ça aussi, c'est le souci, en fait. C'est ce qui manque un peu. Et aussi, il faudrait se dire que, c'est pour ça, souvent, j'entends les journalistes se plaindre et qui disent qu'aujourd'hui, ouais, il y a les fake news, faut qu'on fasse du fast-checking, ceci, cela. Je dis que fake news, fast-checking, vous me ramenez au béaba du journalisme. C'est-à-dire que avant, pour diffuser une information, il faut d'abord la vérifier. C'est les béaba du journalisme, en fait. Maintenant, le souci qui se pose, on est dans un environnement où, aujourd'hui, moi, il m'arrive souvent, on a du contenu à notre niveau, mais salam alaikum, alaikum salam. Avant même que le journal se termine, quelqu'un a récupéré le contenu et l'a publié sur sa plateforme. Ça va vite. Ça va vite. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence? C'est comment est-ce que moi je me positionne en tant que média dans un environnement concurrentiel. Quels sont les contenus que je vais mettre en avant? Comment est-ce que je mets ce contenu? Comment est-ce que je vais me différencier des autres canaux? Mais aussi, la responsabilité des médias, ou même à un niveau beaucoup plus large de l'État, c'est de pouvoir accompagner des médias, ou même accompagner tous les consommateurs à identifier le vrai du faux. C'est ce que j'allais vous demander. Comment identifier aujourd'hui le fake news pour le consommateur? Et surtout, comment le média aussi derrière doit toujours respecter ses règles d'éthique et de déontologie. En fait, le fake news pour le consommateur, c'est-à-dire que déjà le consommateur, il doit être sensibilisé. C'est ce que je te dis, c'est l'éducation média. Souvent, on a des jeunes, la dernière génération, souvent, ils sont nés, ils sont pratiquement nés avec l'informatique, les smartphones, les réseaux sociaux. Ouais. Eux, ils viennent, ils utilisent. Moi, je leur dis que, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il y a derrière le téléphone? Il y a toute une économie de l'attention. Et cette économie de l'attention, là, aujourd'hui, nous, on n'est pas capable de tirer notre épingle du jeu dedans, parce que c'est d'autres personnes ou d'autres profils qui tirent leur épingle du jeu. Malheureusement, nous, on n'est que de simples consommateurs. Même nos médias qui sont présents sur ces plateformes ne sont que de simples consommateurs, parce que aujourd'hui, je peux me permettre de dire que mon contenu, je ne le mets pas sur les réseaux sociaux. Beaucoup de Sénégalais vont se plaindre et vont me dire, pourquoi tu ne le mets pas sur les réseaux sociaux? Nous, on a l'habitude de les consommer sur les réseaux sociaux. Je dis, non, moi, j'ai mon site, j'ai mon application. Si vous voulez regarder ce contenu, allez-y. Mais parce que j'ai mon contenu et je sais que le contenu, c'est un contenu de qualité. Mais comment est-ce que je vais prendre ces utilisateurs qui ont l'habitude d'être scotchés pour les ramener parce que les réseaux sociaux ne sont que des vitrines. Effectivement.
ne sont que des vitrines. C'est-à-dire, comme j'ai l'habitude, souvent je le dis, c'est des étals que vous trouvez dans chaque coin de rue. Maintenant, c'est différent du grand magasin qui est à côté. Et ce grand magasin... C'est la télé. C'est la télé. Okay. À côté. Maintenant, ça peut être aussi être le site internet, ça peut aussi être l'application de streaming, ça peut être aussi... voilà, pas mal de choses qui peuvent permettre aux gens de regarder à feu continu. Malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte que ces habitudes de consommation ne sont pas encore intégrées totalement dans la population. Mais je pense que déjà, le rôle de l'État, c'est de pouvoir prendre langue avec ces différentes plateformes pour modérer. Ça, c'est déjà en fait, il faudrait savoir modérer. Modérer ces plateformes, c'est de dire que tel profil ou tel profil. Je le dis, souvent, quand il me dit, ouais, il serait difficile de modérer, moi, je lui dis non. Quand l'État a voulu interpeller telle ou telle personne quand il s'agit de trucs politiques, de déclarations politiques, ils l'ont fait. Ouais. Ça leur prend même pas 48 heures. Maintenant, quand un profil se permet de faire des fausses informations, des déclarations, de reprendre certaines choses, si on le signale, on n'a qu'à arrêter 2 ou 3, 4 personnes et l'interpeller, ce phénomène va finir. Maintenant, à côté, il faudrait que les médias s'imposent une certaine identité numérique. Parce qu'il n'est pas normal aujourd'hui que, en fait, tous les médias fassent la même chose. Au Sénégal, malheureusement, c'est le constat. Tous les médias font pratiquement la même chose, en fait. Ils ne proposent pas du contenu attractif. Ils ne proposent pas, en fait, une autre approche, en fait. Malheureusement aussi, il y a beaucoup de concurrence parce que rares sont nos médias qui ont conscience des enjeux du numérique et des enjeux de l'heure. Je le dis, le nombre de départements digital dans les médias, ils sont à compter. Malheureusement, ils sont pas, voilà, pour eux, ça se limite à prendre des photos, mettre des coulisses, entre autres, alors que les enjeux sont ailleurs. Aujourd'hui, quand on prend l'exemple des élections américaines, mais ça se joue pratiquement sur les réseaux sociaux. Ça se joue pratiquement sur les réseaux sociaux. En fait, quand tu regardes, c'était Trump qui avait voulu fermer TikTok aux États-Unis, comment tu regardes Kamala Harris, comment elle utilise TikTok et comment les athlètes américains ont utilisé TikTok durant les Jeux olympiques, tu te rends compte qu'en fait, on est arrivé à un moment où c'est carrément de la... renversé. Voilà, c'est renversé, en fait. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que nous, on se positionne où dans tout ça? C'est ça, c'est la question. En fait, mais on se positionne où? Parce que, qu'on le veuille ou non, prenons l'exemple de l'immigration irrégulière. Pourquoi il y a autant de tentatives? C'est parce que il y a des jeunes qui ont amené leur téléphone, qui ont filmé du début à la fin tout leur parcours et qui ont montré qu'ils sont arrivés et qu'ils sont bien arrivés. Mais quand moi, jeune, je suis là, j'ai des difficultés et je vois sur mon fil TikTok qu'il y a des jeunes qui sont arrivés. Je veux le faire aussi. Je veux le faire aussi. Je dis que voilà, quitte à le faire, je veux le faire aussi. En fait, tu vois, maintenant, quand on a ce genre d'outils qui sont présents dans notre pays et qui influent pas mal de jeunes sur les habitudes de comportement, sur les habitudes de consommation et même sur d'autres actions, je pense qu'il est temps que les gens prennent les choses en main, en fait, pour dire que faudrait qu'on essaie de se voir comment est-ce que cette consommation, on va soit l'organiser, soit aux médias aussi qu'ils proposent une autre approche et poser les vrais débats, en fait, et identifier qui est acteur, qui est créateur de contenu, qui est média, qui n'est pas média. Pour vous rejoindre un petit peu sur la question de la migration, on en a discuté récemment avec l'Assemblée générale de l'Union africaine de radiodiffusion qui s'est tenue au Botswana. Comment inverser encore une fois, par exemple, ce rôle? Je suis jeune, je regarde sur TikTok un jeune ou un groupe de jeunes qui sont bien arrivés à port. Comment renverser aujourd'hui sur la marche de l'emploi et de la vie active? Comment l'intelligence artificielle aujourd'hui peut se positionner? Et de la même manière, dans le secteur économique, comment transformer, par exemple, je sais pas, dans l'agriculture, ou aider les entrepreneurs ou les startups à créer de l'emploi, à booster les jeunes à rester, parce que je pense que derrière tout ça aussi, il y a beaucoup d'emplois en fait qui peuvent se créer derrière cette intelligence artificielle. En fait, c'est ce que je dis souvent aux journalistes, en fait, c'est-à-dire que la base de cet outil, faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle. D'accord. Faut pas avoir peur, faut se l'approprier. Et dans les différents domaines que tu as listés, l'agriculture, le e-commerce, en fait, l'entrepreneuriat dans divers domaines, il y a beaucoup de choses à faire. Ne serait-ce que l'agriculture, en fait, moi, je vois des choses extraordinaires qui se font, en fait. Mais malheureusement, est-ce que ces réalisations sont mises au devant de la scène? C'est ça. Est-ce que ces success stories sont racontées? C'est aux journalistes de faire ça? C'est aux journalistes de faire ça. C'est aux journalistes de faire ça. Maintenant, à côté,
l'autre aspect qui se pose, c'est-à-dire que je vois pas mal de projets ou d'initiatives, parce que aussi je vois pour contrer l'immigration irrégulière. Par exemple, qu'est-ce voilà, certains, j'ai vu pas mal de choses, de financement d'ONG, d'organismes, de films, voilà, etc., de films venir, comment voilà. Vraiment comment. Mais je pense que stopper ça. Faudrait s'intéresser à la véritable cible. Qui est la jeunesse sénégalaise. C'est-à-dire que souvent, quand on vient pour attaquer un fléau ou un problème, je vois les gens organiser des séminaires ou des ateliers, tout ça. On organise des séminaires. J'ai vu un reportage où le gars était dans un atelier, il a dit, à la fin de l'atelier, il dit, si je dois retourner, je retourne, en fait. C'est-à-dire que lui, il a déjà son idée dans la tête, en fait. Maintenant, c'est à de lui dire, de l'accompagner. C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui, Penda, tu as vu un reportage qui montre le vécu ou le quotidien des migrants sénégalais en Espagne ou en Italie? Est-ce que tu as vu un reportage montrer le vécu quotidien des migrants sénégalais, à part les petites vidéos, les petites capsules, et ça raconté par nous, en fait. C'est ce genre de ressenti, ce genre de feedback que les gens ont besoin pour connaître, en fait, ce genre. Souvent, quand toi tu pars à l'étranger, tu vois comment eux ils vivent. Et tu te dis que, genre, à la limite, comme on dit en Wolof, dara jarul li. Ça ne vaut pas la peine, en fait. Maintenant, ce narratif-là, il doit être raconté et relayé. Maintenant, à côté, comment est-ce qu'on peut... On a cette liberté, nous, de la presse, de pouvoir le faire, de pouvoir l'engager sans l'accompagnement ou peut-être même l'autorisation de l'État ou de nos politiques. En fait, tu sais, on est dans un... en fait, quand on s'engage dans un métier, c'est à nos risques et périls, hein, parce qu'on doit raconter une histoire. La dernière fois, il m'est arrivé de débattre sur Twitter à propos de ça. Je dis, il est anormal que ce qui se passe au Mali, après l'embargo, tout ce qui passe, qu'aucun média sénégalais n'en parle. Encore même, j'ai envie de vous dire, par rapport au chavirement, voilà. On a donné l'information, mais, excusez-moi, sans plus, en fait. Sans plus. On a donné l'info sans plus, il a fallu regarder des reportages. En fait, parce que malheureusement, tout le débat est orienté politique, qui est responsable, qui n'est pas responsable. Exactement. Mais je pense qu'il appartient à cette nouvelle génération, la vôtre, bien sûr, de pouvoir poser le débat, de pouvoir s'affranchir de certaines pratiques et de pouvoir s'organiser. Maintenant, après, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'accompagnement de l'intelligence artificielle ou même des technologies à l'heure, c'est de se dire que faut pas être fermé, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux avoir un correspondant ou un reporter qui part avec un seul téléphone et un micro. Et avec les technologies, il peut te ramener un contenu facilement. Et même ces contenus, il peut filmer au quotidien et tous les contenus seront dans ton serveur. Ça, c'est des nouvelles technologies. Dans l'agriculture, il y a pas mal de techniques pour voir, développer l'agriculture, pour regarder les zones sur lesquelles on peut, il n'y a pas plus tard, hier, avant-hier, j'étais avec la direction de gestion des hydrauliques et des risques. Ils ont mis en place un radar carrément innovant, en fait, dans ce domaine. En fait, il y a des solutions qui se posent, mais il faudrait donner l'accès du savoir à tout le monde. Moi, quand on propose des solutions qui viennent de l'extérieur, la première question que je me pose, en étant avec le transfert de compétences. Parce que je pense que c'est une des choses les plus importantes. Il faudrait qu'ici, on a du talent. Il y a des jeunes talents. Est-ce qu'on les donne les moyens de s'épanouir et de se développer? C'est ce que j'ai dit quand on parle d'immigration irrégulière. Peut-être que c'est l'un des aspects que les gens connaissent, mais la fuite des talents, elle est extraordinaire. Combien de Sénégalais talentueux sont dans les universités étrangères et qui ne reviennent plus et qui peuvent valoir des satisfactions à leur pays et qui te disent que je ne peux pas revenir parce qu'il y a tel goulot d'étranglement, je ne peux pas exprimer mon talent dans mon pays comme je le souhaite. Et quand il y a des jeunes ici qui te disent que je veux apprendre tel domaine. Aujourd'hui, récemment, le ministre de l'enseignement supérieur, quand à 24 heures de la fermeture de Campus Sène, il a dit le nombre de jeunes qui n'étaient pas encore inscrits sur la plateforme. Mais beaucoup de gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes Sénégalais, c'est juste après le bac qu'ils commencent à manipuler un ordinateur. C'est juste après le bac qu'ils commencent à manipuler un ordinateur. Et ce jeune, tu lui dis qu'il commence à inscrire-toi sur une plateforme. Il va faire comment? Donc, alors que dans d'autres pays, dès la préscolaire ou le maternelle, ce jeune connaît même comment est-ce qu'on peut développer des applications ou des plateformes. Il faudrait qu'on démocratise le numérique. Il faudrait que cette fracture numérique d'abord cesse. Que les jeunes aient accès au savoir. Et une fois qu'ils ont accès au savoir, ils vont se dire, comme les jeunes, aujourd'hui, tous les jeunes Indiens que tu vas rencontrer, leur rêve c'est de devenir le PDG de Google. Parce qu'ils se disent que le PDG de Google ou le PDG des grandes firmes internationales qui ont tout ce qui est dans la technologie,
c'est les Indiens. Mais parce que c'est devenu une concurrence, en fait. On leur dit que plus vous êtes doué dans ce domaine, plus vous pouvez vous exporter. Et même s'ils ne s'exportent pas, ils vont devenir des sachants, ils vont pouvoir vivre pleinement de leur savoir, en fait. Et c'est là où le problème se pose, en fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'on démocratise, il faut que les jeunes aient accès à ce savoir. Et qu'il faudrait que ce savoir aussi soit mis à leur disposition. Il faut qu'on ait qu'on dépasse certaines choses factuelles. Après, comme j'ai dit, hein, il y a aussi l'aspect anthropologique. Cette société, elle a évolué. C'est pas le Sénégal de 98, 2000 ans, où, voilà, où on disait que, ouais, savoir, mérite, valeur, tout ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, l'eau a coulé sous le pont, on voit pas mal, c'est l'abrutissement par tous les moyens, hein, par tous les moyens. Malheureusement, certains médias ont joué le jeu. Malheureusement. Et d'autres sont encore à la retraite. Mais aujourd'hui, tu peux pas obliger ton jeune frère ou ta sœur à regarder le contenu que tu veux sur les réseaux. Malheureusement. Merci Mamadou Diagne. Avant de nous quitter, votre mot de la fin. Merci Penda, déjà merci pour l'invitation. C'est fait un plaisir, c'était vraiment enrichissant. On a abordé une thématique passionnante qui est vraiment d'actualité et je pense qu'aujourd'hui les urgences pour notre pays dans cette situation, parce qu'on est dans un tournant décisif. On est dans un tournant décisif. Je dirais la dernière fois que le président Diomaye a été élu par 54% des Sénégalais et parmi ces 54%, la majeure partie ne sont pas descendus dans les rues pour manifester. Ça veut dire qu'ils animaient ce désir de changement au fond d'eux-mêmes. Et c'est cette jeunesse-là qu'il a eu. Et il a le devoir de se retourner vers cette jeunesse pour proposer des solutions concrètes. Et quand on parle de solutions concrètes, ça va dans tous les sens, en fait. Et que je pense que dans ce rôle ou dans cette mission, les médias sont indispensables. Les technologies sont indispensables. Et il faudrait qu'ils le cherchent et qu'ils les accompagnent, qu'ils les démocratisent aujourd'hui, que les médias puissent avoir les moyens de leur politique, qu'ils puissent proposer un environnement propice à leur éclosion, que les médias puissent, parce que, en fait, un média, c'est toute une civilisation qu'on forme, en fait. Aujourd'hui, malheureusement, les gens ne le savent pas. On est envahi par plusieurs médias étrangers, mais pourquoi? C'est pas gratuit. Moi, aujourd'hui, tu vois, le BRT, ils font un public reportage avec un média international, c'est pour justifier un financement. Et pourquoi ils font pas ce public reportage avec un média national? Et ce média international, c'est un média digital. Donc, vous voyez un peu la portée de la chose, en fait. Donc, je pense qu'il est bien que l'État revoie un peu tout ça et aussi qu'on puisse se poser les bonnes questions pour que le Sénégal de demain soit le Sénégal où tout un chacun y trouvera son compte, où je dirais que tout le monde ne réfléchit pas de la même manière, mais que tout le monde, au moins, puisse avoir son mot à dire, mais de manière correcte et qu'il puisse avoir une certaine valeur ajoutée dans le débat public. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous prochainement avec un autre invité. À très vite.